Pershing, le monstre US dont le canon perçait le Tigre à distance folle. Dès l'été 1944, en Normandie, les tankistes américains comprirent une vérité qui glace le sang. Ils entraient dans l'enfer avec des machines condamnées. Chaque matin, ils s'élançaient derrière un rideau de fumée, persuadés que le prochain virage cacherait une panthère, un tigre ou simplement un canon bien placé. Et chaque soir, trop souvent, il ne restait que des carcasses fumantes, des silhouettes noircies et des hommes qui ne reviendraient plus. Les Sherman avançaient, courageux, rapides, faciles à produire, mais terriblement vulnérables dès que la bataille devenait frontale. Les obus allemands frappaient, et le blindage cédait comme si l'acier était trop mince pour retenir la violence de la guerre moderne. Sur le terrain, une moquerie circulait parmi les soldats allemands, une manière cruelle de résumer la situation. Ces chars américains brûlaient si vite qu'on les comparait à un briquet, capable de s'allumer du premier coup. Les équipages, eux, n'avaient pas besoin de surnoms pour comprendre. Ils voyaient leurs camarades disparaître dans une gerbe de feu, ils sentaient l'odeur de carburant et de métal chauffé, et ils devinaient que la chance ne suffisait plus. Dans les haies normandes, la réalité était brutale. Les panthères apparaissaient derrière des lignes d'arbres, tirant avant même que les Sherman ne puissent ajuster correctement leurs canons. Les obus américains, eux, pouvaient frapper la silhouette ennemie, mais ricochetter sur une plaque inclinée, comme si la guerre se moquait de leurs efforts. Un char pouvait tirer, encore et encore, sans résultat décisif, pendant que la réponse arrivait, précise, sèche et mortelle. Les tankistes américains avaient l'impression d'être pris dans une règle truquée. Ils devaient s'approcher, risquer la distance courte, chercher le flanc, espérer une erreur adverse, alors que l'ennemi, lui, pouvait simplement rester calme et tirer. Les officiers de terrain envoyaient des rapports de plus en plus sombres. Ils parlaient d'hémorragie, de pertes quotidiennes, de crews expérimentés réduits en cendres en quelques secondes. Et pourtant, dans le même temps, une rumeur circulait, presque comme une légende interdite. Quelque part, loin derrière l'océan, il existait un char américain différent. Un char qui n'était pas conçu pour foncer en espérant survivre, mais pour encaisser, riposter et gagner un duel de blindés. Un char capable de regarder une panthère ou un tigre sans baisser les yeux. Le problème, c'est que ce char n'était pas là. Il attendait. L'histoire commence bien avant la Normandie, à l'automne 1942, quand une évidence s'imposa enfin au sommet. La guerre en Europe n'allait pas se limiter à soutenir l'infanterie contre des bunkers. Les hommes au front réclamaient une machine pensée pour la survie, pas seulement pour la mobilité. Ils voulaient du blindage frontal sérieux, une puissance de feu qui ne soit pas un pari et une sensation simple, presque primitive, mais essentielle. La certitude que le prochain impact ne transformerait pas leur char en brasier. Les ingénieurs reçurent alors une mission qui ressemblait à un piège. On leur demandait de faire vite, de faire solide, de faire puissant, tout en restant assez léger pour être produit, transporté et utilisé comme un char moderne. De cette pression naquit une série de prototypes, une sorte de course contre le temps où chaque version était un laboratoire roulant. Les projets portaient des désignations qui semblaient froides, techniques, mais derrière ces codes se jouait la survie de milliers d'hommes. Certains essais frôlèrent la science-fiction pour l'époque. Un prototype reçut une transmission électrique expérimentale, censée offrir une conduite plus douce et un contrôle plus précis. Sur le papier, c'était brillant. Sur le terrain, c'était une masse supplémentaire, des pannes, des caprices mécaniques et un poids qui détruisait l'idée même de mobilité. Une autre équipe tenta une solution encore plus audacieuse, un mécanisme de chargement automatique pour augmenter la cadence de tir. Là encore, la promesse était énorme. Là encore, la réalité fut impitoyable. Car une arme qui s'enraye au mauvais moment ne sauve personne, elle condamne. Alors les concepteurs durent choisir l'efficacité plutôt que le rêve. Ils s'orientèrent vers une transmission plus réaliste, capable de tenir sous contrainte, et vers un moteur essence puissant, conçu pour pousser un char plus lourd à une vitesse acceptable. La suspension, elle, fut pensée pour encaisser la masse et la fatigue du combat, avec une architecture qui annonçait une nouvelle génération de blindés américains.
Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Et au début de l'année 1944, une machine apparut enfin sous une forme qui ressemblait à une réponse, pas à une expérimentation. Le T-26E1. Sauf que ce monstre naquit avec un problème politique avant même de connaître le feu. Il était plus lourd que prévu, plus imposant, plus intimidant. Il portait une protection frontale réellement sérieuse, et surtout, il recevait un canon de 90 mm, capable de rivaliser avec ce que l'ennemi alignait en Europe. Dans un monde logique, ce char aurait dû traverser l'Atlantique en urgence, débarquer et devenir l'assurance vie des équipages. Mais l'armée américaine, à ce moment-là, était prisonnière d'une doctrine et d'une confiance dangereuse dans l'organisation existante. Le raisonnement des états-majors semblait propre, net, presque mathématique. Les chars devaient appuyer l'infanterie et exploiter les percées, tandis que la chasse aux blindés ennemis serait confiée à des destroyers de chars, rapides et bien armés, mais moins protégés. En théorie, ces machines frapperaient depuis l'embuscade, éviteraient les duels frontaux et feraient payer chaque sortie adverse. En pratique, la Normandie ne respectait pas les théories. La Normandie obligeait à avancer, à attaquer, à traverser des routes bordées de haies, à entrer dans des villages, à se faire surprendre à chaque carrefour. Dans ce chaos, les véhicules faiblement blindés devenaient des cibles, et les Sherman se retrouvaient seuls à encaisser l'impossible. Pendant que les équipages brûlaient et que les commandants criaient à l'aide, le T-26 restait bloqué derrière les lenteurs de la production, des décisions, des doutes. Chaque jour qui passait coûtait des vies sur le terrain. Et le pire, c'est que les tankistes le savaient. Ils savaient qu'une solution existait. Ils savaient qu'elle n'arrivait pas. Ils savaient que la guerre, elle, n'attendait personne. À Washington, loin du vacarme des haies normandes, les décisions avançaient à la vitesse d'un dossier qu'on déplace d'un bureau à l'autre. Des cartes, des tableaux de production, des colonnes de carburant consommé, des rapports logistiques, voilà ce qui pesait sur la balance, pendant que sur le terrain, les équipages payaient en chair et en feu. Le plus cruel, c'est que personne ne niait vraiment le problème. On le reconnaissait, on l'analysait, on le commentait, puis on concluait qu'il fallait tenir encore un peu, attendre et faire avec ce qui existait déjà. Dans les divisions blindées, la colère montait à mesure que les pertes s'accumulaient. On voyait revenir des sections amputées, des commandants avec le regard vidé, et des mécanos qui n'osaient même plus promettre qu'ils allaient remettre un char en état, parce que souvent il ne restait rien à réparer. Les Sherman avaient beau être fiables, ils avaient une limite impossible à ignorer. Quand l'ennemi dominait au duel, la fiabilité se transformait en routine du sacrifice. Les tankistes se retrouvaient à improviser des tactiques de survie. Certains cherchaient la fumée et les angles morts, d'autres tentaient de forcer les flancs en vitesse, d'autres encore s'en remettaient à l'artillerie ou à l'aviation en espérant que le ciel soit dégagé au bon moment. Mais il suffisait d'un seul canon bien positionné ou d'une panthère parfaitement dissimulée pour transformer une avance en catastrophe. Le commandement américain, lui, restait accroché à une logique qui avait l'air rationnelle, mais qui se brisait contre la réalité. Les unités de chasseurs de chars, censées être la solution anti-blindée, se heurtaient à un terrain qui ruinait leurs avantages. Dans une campagne faite de carrefours, de villages, de chemins étroits et d'engagements soudains, l'idée d'attendre en embuscade devenait un luxe. Et quand ces véhicules entraient dans la mêlée, leur protection insuffisante les condamnait à la moindre erreur. Chaque fois qu'une section était décimée, l'explication officielle ressemblait à une excuse. Mauvais emploi tactique, mauvaise visibilité, malchance. Alors que les hommes au front voyaient surtout une chose, l'écart insupportable entre la théorie et la mort. Dans les états-majors, certains officiers commencèrent à insister de manière plus agressive. Ils ne demandaient plus une amélioration, ils réclamaient un changement de génération. Le problème n'était pas de gagner du terrain, le problème était de survivre à l'avance. Les messages devenaient plus directs, presque désespérés. Il fallait une machine capable de répondre coup pour coup, sans attendre un miracle de manœuvre, sans chercher une position parfaite qui n'existait pas dans le chaos des combats. Mais lancer un nouveau char dans une guerre mondiale, ce n'était pas seulement une décision militaire, c'était une avalanche industrielle. Et cette avalanche faisait peur.
Car derrière la question du blindage et du canon, il y avait l'ombre d'un cauchemar logistique. Un char plus lourd exigeait plus de carburant, plus de pièces, des remorques différentes, des ponts à vérifier, des équipes de maintenance formées à de nouveaux systèmes et des stocks à créer de toutes pièces. Les chefs d'armée n'avaient pas seulement peur d'un char inconnu, ils avaient peur d'un ralentissement général. Ils craignaient que l'arrivée d'une nouvelle machine impose une pause, et dans une guerre où l'on voulait avancer sans respirer, une pause ressemblait à une défaite. C'est là que l'histoire devient presque insupportable. Parce que pendant que les responsables comptaient les barils d'essence et mesuraient les délais de production, la situation sur le terrain ne cessait pas, elle s'aggravait. Les Panthers n'étaient pas un détail rare, elles s'imposaient comme un adversaire fréquent. Elles tenaient des routes, couvraient des replis, défendaient des points clés avec une efficacité glaciale. Les équipages américains se retrouvaient face à un choix impossible. Reculer et laisser l'initiative, ou avancer en sachant qu'ils entraient dans une zone où l'ennemi tirait avec l'avantage. Puis, au cœur de cet engrenage, la pression finit par devenir trop forte pour être ignorée. Les demandes remontèrent, les arguments changèrent de ton, et les décideurs commencèrent à comprendre que l'économie de quelques litres de carburant ne valait pas la perte de centaines d'hommes entraînés. Le projet du nouveau char, longtemps traité comme une option future, prit soudain une autre couleur. On ne parlait plus d'amélioration, on parlait d'urgence. On tenta d'accélérer, d'ouvrir les vannes, de forcer le calendrier. Mais la guerre, elle, ne faisait aucun cadeau. Le compte à rebours était lancé, et il avait quelque chose de cruel. Parce que même si l'on acceptait enfin de pousser ce blindé vers l'Europe, il restait à le transporter, à le distribuer, à le mettre en main d'équipages qui allaient le tester au feu dès la première sortie. Et pendant ce temps, au front, chaque jour continuait d'arracher des noms aux listes et d'ajouter des épaves aux routes. Février 1945. Quand les premiers Pershing apparurent enfin, ils n'arrivèrent pas comme une simple livraison, mais comme une promesse qu'on avait trop longtemps repoussée. Dans certaines unités, on les attendait comme on attend un gilet pare-balles après des mois passés à courir sous la pluie de métal. Les hommes tournèrent autour des chars, touchèrent la plaque frontale, levèrent les yeux vers la tourelle massive et restèrent un instant silencieux, parce que cette silhouette disait tout ce que les anciens véhicules ne pouvaient pas garantir. Une chance réelle. La mise en route fut immédiate, sans cérémonie. On n'avait pas le luxe d'apprendre lentement. Il fallait comprendre la machine, sentir sa réponse, connaître ses angles, ses réactions, ses limites, avant même de connaître la moindre pitié du terrain. Les équipages s'installèrent, ajustèrent les optiques, mémorisèrent les gestes, puis partirent vers la ligne de feu. L'acier pouvait être épais, mais l'erreur restait interdite, parce qu'en face, l'ennemi possédait encore des pièces capables de transformer n'importe quel char en cercueil. Le 25 février, près de la rivière Roure, la guerre leur donna un examen sans avertissement. Un contact, une forme qui se détache, une distance estimée en une fraction de seconde, puis la décision qui pèse plus lourd qu'un blindage. Le Pershing tira, et cette fois le résultat ne ressemblait pas à un pari. Le projectile frappa avec la violence d'un verdict, et l'équipage sentit immédiatement que l'équilibre avait changé. Le char américain pouvait jouer dans la même catégorie, et cela se lisait dans la manière dont l'ennemi hésitait, se repliait, cherchait une autre position. Pour la première fois depuis trop longtemps, les tankistes n'avaient pas l'impression de se battre avec une arme qui demande pardon avant d'agir. La nouvelle se propagea vite, comme une étincelle dans une troupe épuisée. On racontait que le canon avait enfin du répondant, que le frontal tenait mieux, que la tourelle offrait ce sentiment rare de ne pas être nu. Mais la guerre adore punir les excès de confiance, et elle le fit sans délai. 2 jours plus tard, un Pershing fut touché dans un duel qui rappela à tous une règle éternelle. Même la meilleure machine n'annule pas l'instant où tout bascule. Le char encaissa, subit, fut mis hors de combat. Plus tard, on réussit à le récupérer, à le remettre en état, mais l'impact psychologique resta. Ce n'était pas une armure magique, c'était un outil enfin adapté, et il fallait le manier avec discipline. Pendant que la machine gagnait son nom officiel, les récits de terrain prenaient une force particulière.
Un officier de maintenance, Belton Cooper, décrivit l'arrivée de ces chars comme un événement presque irréel, parce qu'il voyait de ses yeux ce que les hommes réclamaient depuis des mois. Les équipages parlaient différemment. Leurs voix ne tremblaient plus sur les mêmes mots. Ils n'étaient pas devenus invincibles, mais ils avaient cessé d'être condamnés à chaque rencontre. Et dans une guerre où chaque kilomètre coûte du sang, cette différence vaut une fortune. Pourtant, même au moment où cette réponse apparaissait, une autre bataille continuait, invisible, faite d'ego, de doctrine et de conviction. Le général George Patton, symbole de vitesse et d'offensive, restait attaché à une logique simple. Un char doit avancer loin, vite et sans ravitaillement interminable. Il craignait qu'un véhicule plus lourd vole l'élan de ses colonnes. Il ne pensait pas seulement en termes de duel, il pensait en termes de mouvement, de poussée, de rythme. Et cela créa une tension étrange, parce qu'au sol, les hommes voulaient d'abord survivre, alors qu'au sommet, certains voulaient surtout continuer la course. Dans les ateliers, les mécaniciens découvrirent une réalité moins héroïque, mais dangereuse à sa manière. Plus de masse signifiait plus de fatigue sur les organes. Les pannes n'étaient pas un mythe, la transmission pouvait surprendre, et le moteur devait tirer un poids qui le mettait souvent à bout. Chaque fois qu'un Pershing restait immobilisé, ce n'était pas seulement une machine qu'on perdait, c'était une supériorité locale qui disparaissait. Et dans les derniers mois de la guerre en Europe, il suffisait d'un couloir mal tenu, d'une avance cassée, pour que la contre-attaque surgisse. Malgré cela, l'effet du Pershing se fit sentir. L'ennemi n'avait plus en face un adversaire obligé de supplier le hasard. Les duels devenaient plus équilibrés, parfois même favorables. Les équipages américains commençaient à comprendre qu'ils pouvaient s'imposer, non pas par chance, mais par puissance. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une idée encore plus folle prit forme, comme si l'on refusait de s'arrêter à l'équilibre et qu'on voulait l'écraser complètement. Installer un canon encore plus long, encore plus violent, capable de briser n'importe quel blindage avant même que l'ennemi n'ose s'approcher. Ce projet n'avait rien d'un simple perfectionnement, c'était une obsession née du même cauchemar. Ne plus jamais devoir s'approcher en tremblant. Les ingénieurs voulaient un tir qui décide du duel avant même qu'il ne commence, un impact si violent qui ne laisse aucune discussion possible. Ainsi apparut une variante presque irréelle, une machine qui ressemblait déjà à un Pershing, mais qui portait quelque chose de démesuré, comme si on avait greffé sur son front un avertissement destiné à tous les blindés adverses. Le canon choisi s'appelait T-15E1. Sur le papier, ce n'était qu'un 90 mm, mais sa longueur et sa chambre renforcée changeaient tout. Plus de vitesse, plus de puissance, plus d'énergie au moment de l'impact. La logique était simple et terrifiante. Si l'obus arrive plus vite, il frappe plus fort, il perce plus loin, et il réduit l'ennemi à un souvenir. Dans les ateliers, on regardait ce tube interminable avec une fascination mêlée d'inquiétude, parce qu'il fallait être fou ou désespéré pour croire qu'un char pouvait vivre longtemps avec une arme aussi extrême. Et pourtant, ce monstre prit forme. Les premiers essais confirmèrent ce que tout le monde espérait secrètement. Face à une plaque d'acier, le tir ne cherchait pas la faiblesse, il imposait sa loi. Les calculs de pénétration devenaient presque indécents, et le vocabulaire changeait. On ne parlait plus d'avoir une chance, on parlait de dominer. Dans les esprits, une image s'imposa immédiatement. Si ce canon arrivait réellement au contact, il ferait du Tigre une cible, pas un cauchemar. Mais l'horreur de ce genre d'arme, c'est qu'elle exige un prix. Ce prix, c'était la munition. Elle était longue, lourde et presque impossible à manipuler avec la rapidité normale d'un combat. Dans une tourelle déjà saturée d'hommes, de métal, de fumée et de chaleur, chaque chargement se transformait en lutte physique. Le chargeur devait attraper ce projectile gigantesque, trouver l'angle, le guider et le verrouiller sans perdre le rythme, alors que dehors, un seul second de trop pouvait attirer un obus adverse. L'arme promettait l'exécution immédiate, mais elle demandait des efforts démesurés pour simplement tirer une seconde fois. Cette contrainte imposa des compromis. L'espace intérieur fut réorganisé, certaines solutions furent improvisées,
et l'équipage dut apprendre à travailler comme une équipe de démolition dans un couloir trop étroit. Ceux qui observaient ces gestes comprenaient une chose. On venait de créer un chasseur ultime, mais son efficacité dépendait d'une discipline presque surhumaine. La puissance n'était plus seulement une question d'acier, elle devenait une question de muscles, de souffle, de sang-froid et de coordination parfaite. Malgré ses défauts, l'armée décida de tenter le pari le plus risqué. Envoyer au front un seul exemplaire, un unique Super Pershing, pour voir ce que ce canon pouvait faire au milieu de la vraie guerre. Un seul char, comme une lame rare qu'on sort au moment critique. Son arrivée déclencha un choc immédiat. Les tankistes se rassemblèrent, attirés par cette silhouette étrange, ce tube interminable qui semblait pointer vers l'avenir. On ne demandait pas s'il était beau, on demandait s'il pouvait tuer avant d'être tué. La question était brutale, et la réponse devait l'être aussi. Sur le terrain, cette machine devint une rumeur vivante. Les équipages parlaient d'un Pershing qui ne ressemblait à aucun autre, d'un char dont le tir sonnait comme une condamnation. La légende naissait dans les discussions de nuit, entre deux départs, quand les hommes échangeaient leurs peurs et leurs espoirs. Un seul exemplaire, et pourtant il suffisait à changer l'atmosphère, parce qu'il incarnait exactement ce que les unités réclamaient depuis des mois, la sensation de ne plus être la proie. Mais le temps jouait contre lui. La guerre en Europe touchait à son dernier acte, et même une arme aussi violente ne pouvait pas réécrire tout le passé. On pouvait gagner des duels, impressionner les témoins, forcer l'ennemi à douter, mais on ne pouvait pas remonter le calendrier. Chaque jour qui passait rapprochait la fin, et donc réduisait les occasions de prouver ce potentiel monstrueux à grande échelle. On construisit d'autres exemplaires, on imagina des variantes à chargement séparés pour soulager le travail dans la tourelle, mais ces projets arrivaient à une vitesse qui n'était plus celle du champ de bataille, seulement celle des laboratoires. Et c'est là que l'histoire bascula vers une autre ironie, plus cruelle encore. Alors que certains Pershing commençaient à être remplacés, révisés, reclassés et repoussés vers l'arrière, le monde ne s'apaisait pas. Une nouvelle guerre se préparait, loin de l'Europe. Un autre terrain, une autre météo, d'autres routes, et un adversaire inattendu qui allait donner au Pershing une seconde vie, mais dans des conditions où son poids et sa mécanique allaient devenir ses pires ennemis. Puis la guerre changea de continent, et le Pershing crut un instant qu'on allait enfin le laisser dormir. Les dépôts se remplissaient, les priorités basculaient, les états-majors parlaient déjà d'après-guerre, comme si le monde allait enfin respirer. Et soudain, l'été 1950 frappa comme un coup de massue. La Corée s'embrasa, les lignes reculèrent, et les rapports se mirent à parler d'un danger que personne ne voulait revoir. Des chars ennemis fonçant sur l'infanterie, écrasant les positions, brisant les défenses avant que les hommes n'aient le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Au début, certains pensaient que le relief rendrait les blindés inutiles. Mauvaise lecture, mauvaise illusion, et une erreur qui coûta très cher. Quand les T-34 apparurent, rapides, agressifs, prêts à exploiter la moindre faille, il devint évident qu'il fallait quelque chose de solide, tout de suite, sans débat, sans paperasse infinie. Alors le Pershing revint, non pas comme un symbole, mais comme une solution de panique. On en envoya des centaines, et parfois la scène semblait irréelle. Des chars qu'on croyait déjà figés dans le souvenir furent remis en état à la hâte, parce qu'on n'avait plus le droit d'attendre. Face au T-34, le Pershing redevint ce qu'il avait toujours voulu être. Un tankiste qui peut regarder l'ennemi droit devant, régler son tir et imposer sa puissance sans jouer sa vie sur une chance. Le canon de 90 mm avait l'avantage, l'impact était net, la destruction ne demandait pas une approche suicidaire. Les combats prouvèrent que la machine restait dangereuse, même si elle n'était déjà plus moderne. Les chiffres rapportés parlaient d'eux-mêmes. Des dizaines de victoires confirmées contre très peu de pertes en duel direct, une démonstration froide, brutale, presque humiliante pour l'adversaire. Mais la Corée n'était pas l'Europe. Là-bas, le Pershing ne devait pas seulement se battre, il devait grimper, tourner, supporter des routes étroites, des pentes longues, des sols qui punissent chaque tonne de trop. Et c'est là que la machine montra son talon d'Achille. Le moteur peinait, la mécanique souffrait, les pannes devenaient une menace aussi réelle qu'un obus. Certains jours, l'ennemi n'avait même pas besoin de tirer pour gagner du temps, il lui suffisait d'attendre que le terrain casse le rythme des chars.
Et pourtant, au milieu de cette usure, un épisode donna au Pershing une aura presque mythique. Un équipage isolé, tenu sur place, encerclé par des vagues d'attaque, refusa de céder. Pendant 9 heures, le char devint un fortin vivant. Les mitrailleuses brûlaient, les obus partaient, le vacarme ne s'arrêtait jamais, et chaque minute ressemblait à la dernière. Quand le silence revint enfin, le champ devant eux était couvert de corps, et le bilan semblait impossible. Plus de 250 ennemis neutralisés par 5 hommes enfermés dans de l'acier, uniquement parce qu'ils avaient décidé que ce point ne tomberait pas. Mais même une légende ne peut pas combattre contre ses propres limites. Peu à peu, la décision tomba. Le Pershing devait être remplacé, pas parce qu'il manquait de puissance, mais parce qu'il coûtait trop cher en effort et en fiabilité dans ce décor impitoyable. Les unités reçurent d'autres chars, plus adaptés, plus endurants, et le Pershing sortit du premier plan comme il y était entré, avec cette sensation étrange d'avoir été toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, ou dans la mauvaise guerre. Conclusion, froide et simple, le Pershing a prouvé qu'il pouvait dominer, mais il a payé le prix de son poids et du temps perdu avant son arrivée. Si cette histoire t'a pris aux tripes, mets un like, écris en commentaire quel char tu veux entendre ensuite, et abonne-toi pour ne rien rater.